Asseyez-vous, vous n'avez rien à faire ici. La voix stridente de Claire Martin, l'hôtesse de l'air, déchira le silence feutré de la cabine de première classe du vol 1423 reliant Paris à Nice. Ces mots, chargés de mépris, s'adressaient à une femme noire assise au siège 3C, dont la présence semblait, aux yeux de Claire, une anomalie dans cet espace de privilège. Les autres passagers, absorbés par leurs écrans ou leurs journaux, levèrent à peine les yeux, mais l'atmosphère s'alourdit instantanément. La femme visée, Amélie Dubois, une juge fédérale de 60 ans à la réputation irréprochable, resta immobile, son regard calme mais perçant fixé sur l'hôtesse. À cet instant précis, dans l'éclat discret de ses lunettes cerclées d'or et la dignité de sa posture, on pouvait deviner une force contenue, une autorité forgée par des décennies de lutte et de victoire. Ce n'était pas seulement une passagère offensée, c'était une femme qui avait passé sa vie à démanteler les injustices, et cet affront, bien que douloureusement familier, allait déclencher une tempête dont personne à bord n'aurait pu anticiper l'ampleur. Amélie Dubois n'était pas une inconnue dans les cercles du pouvoir judiciaire français. Originaire de Martinique, elle avait gravi les échelons d'un système souvent hostile aux femmes, et encore plus à celles de couleur. À l'âge de 25 ans, elle avait prêté serment comme avocate à Paris, défiant les regards sceptiques et les murmures condescendants dans les couloirs des palais de justice. 35 ans plus tard, elle était devenue l'une des juges les plus respectées du tribunal administratif de Paris, connue pour ses jugements incisifs et son engagement indéfectible envers l'équité. Ce jour-là, elle revenait d'une audience marathon de 3 semaines. Un procès complexe sur la discrimination au travail dans une grande entreprise française. Son verdict, rendu la veille, avait fait trembler les conseils d'administration. Une condamnation sans appel des pratiques discriminatoires, assortie d'une amende record et d'un précédent juridique qui protégerait des milliers de salariés. Épuisée mais satisfaite, Amélie n'aspirait qu'à un moment de répit dans la quiétude de la première classe, un luxe qu'elle s'accordait rarement. Dans son attaché, case en cuir usé, elle transportait les notes de son jugement, des documents soigneusement annotés qui représentaient des mois de travail acharné. Elle avait choisi le siège 3C, côté couloir, pour pouvoir étirer ses jambes, une nécessité après des années de problèmes de circulation aggravés par de longues heures au tribunal. La cabine de première classe du vol 1423 était un microcosme de l'élite française. Des hommes d'affaires en costumes impeccables, leurs montres de luxe scintillant sous les lumières tamisées, tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables ou sirotaient des whiskies servis avec déférence. Parmi eux, Jacques Lefebvre, un entrepreneur prospère d'une 50aine d'années, occupait le siège 3D à côté d'Amélie. Son regard, lorsqu'il s'était posé sur elle à son arrivée, avait trahi une légère crispation, un mouvement presque imperceptible de son corps vers la fenêtre, comme pour marquer une distance. Ce geste, Amélie le connaissait bien. En 6 décennies, elle avait appris à repérer ces signaux subtils de malaise ou de préjugés, ces micro-agressions qui, cumulées, formaient un mur invisible entre elle et le monde. Jacques, absorbé par son journal économique, ne semblait pas conscient de son propre geste, mais Amélie, elle, avait tout vu. Elle avait choisi de l'ignorer, comme elle l'avait fait tant de fois, pour se concentrer sur les documents qu'elle feuilletait, des annotations sur une affaire à venir. À quelques rangées de là, Sophie Moreau, une étudiante en droit de 25 ans, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Fille d'un diplomate français, Sophie avait grandi dans un monde de privilèges. Mais ses études à Sciences Po l'avaient sensibilisée aux questions de justice sociale. Elle avait remarqué l'échange tendu entre Amélie et Claire dès les premières minutes de l'embarquement. Sophie, installée au siège 5B, avait choisi la première classe grâce à des miles accumulés par son père. Mais elle se sentait mal à l'aise dans cet environnement où l'arrogance semblait flotter dans l'air. Elle notait mentalement chaque détail, comme si elle pressentait que quelque chose d'important était en train de se jouer. Dès le début du vol, Claire Martin, l'hôtesse en chef, avait affiché une attitude qui contrastait avec l'élégance professionnelle attendue en première classe. Âgée de 35 ans, blonde, vêtue d'un uniforme impeccablement repassé, Claire avait une réputation parmi ses collègues pour son efficacité, mais aussi pour son impatience envers les passagers qu'elle jugeait exigeants. Ce matin-là, dans la cuisine de bord, elle s'était plainte à son collègue Philippe, un jeune steward discret. Encore une cabine pleine de gens qui se croient au Ritz. Et certains, franchement, on se demande ce qu'ils font ici. Philippe avait hoché la tête, mal à l'aise, mais sans oser la contredire. Ces mots, prononcés avec une pointe de mépris, étaient le prélude d'une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement ce vol, mais toute une industrie. Le service avant décollage commença. Claire parcourut la cabine avec un plateau de serviettes chaudes et de boissons, son sourire mécanique s'adressant à chaque passager avec une politesse étudiée. « Bonjour, Monsieur Dupont, votre champagne habituel. »
lança-t-elle à un homme d'affaires au rang 2A. Bien sûr, Madame Leroux, je vous apporte votre eau pétillante tout de suite, dit-elle à une femme élégante en tailleur Chanel. Chaque interaction était fluide, presque théâtrale, jusqu'à ce qu'elle arrive au rang 3. Amélie, levant les yeux de ses documents, demanda poliment: un verre d'eau, s'il vous plaît, à température ambiante si possible. Claire, sans la regarder directement, répondit d'un ton sec: je reviens tout de suite. Mais au lieu de noter la demande, elle passa directement à Jacques, lui offrant un sourire éclatant. Monsieur, un apéritif avant le décollage? Jacques commanda un bourbon, qu'il reçut dans les secondes qui suivirent, accompagné d'une serviette en lin et d'un petit bol d'amandes grillées. Amélie, elle, attendit. Les minutes passèrent, la porte de la cabine se ferma, le signal des ceintures s'alluma, et toujours pas d'eau pour Amélie. Elle leva la main pour attirer l'attention de Claire, qui passait à nouveau dans l'allée. « Excusez-moi, j'avais demandé un verre d'eau », répéta-t-elle avec calme. Claire, sans ralentir, répondit: « Nous sommes en plein préparatif pour le décollage. Vous devrez attendre. » Pourtant, à peine 30 secondes plus tard, Amélie vit Claire se précipiter pour apporter un café à un autre passager. Un homme blanc en costume au rang 2B, avec un sourire obséquieux. Ce genre de discrimination, subtile mais évident, était une vieille connaissance pour Amélie. Elle avait appris à le reconnaître dès son enfance en Martinique, dans les regards des instituteurs qui sous-estimaient ses capacités, ou plus tard, dans les salles d'audience où ses collègues masculins monopolisaient la parole. Mais ce jour-là, quelque chose en elle refusait de laisser passer. Le décollage se déroula sans incident et l'avion atteignit son altitude de croisière. Claire reprit son service, distribuant des boissons avec une efficacité ostentatoire. Chaque passager reçut son verre, accompagné de mots aimables, sauf Amélie. Quand elle renouvela sa demande, Claire répondit d'un ton brusque: « Je vous l'apporterai quand j'aurai le temps. Les clients prioritaires passent d'abord. » Le mot « prioritaire » résonna comme une gifle. Jacques, à côté d'Amélie, esquissa un sourire narquois, un signe de complicité implicite avec Claire. Sophie, de son siège, fronça les sourcils, son malaise grandissant. Elle sortit son téléphone, hésitant à filmer, mais se ravisa, ne voulant pas attirer l'attention. Le service des repas commença peu après. Amélie avait spécifié lors de la réservation qu'elle souhaitait un repas végétarien, une demande notée dans le système comme pour tout autre passager. Lorsque Claire arriva à son rang, elle posa un plateau devant Jacques. Un filet mignon accompagné de légumes rôtis, présenté avec soin. Puis, se tournant vers Amélie, elle lança: « Désolé, nous n'avons plus de repas spéciaux. Vous devrez prendre ce qu'il reste. » Amélie, toujours calme, répondit: « J'ai réservé un repas végétarien. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît ?» Claire haussa le ton, attirant l'attention des passagers voisins. « Madame, si je dis qu'il n'y en a plus, c'est qu'il n'y en a plus. » Elle déposa un petit pain rassis et une salade sans vinaigrette ni couvert, un contraste frappant avec les plats raffinés servis aux autres. Amélie tenta de manger, mais son plateau était instable, bancal à cause d'une table défectueuse. Elle appela Claire pour signaler le problème. « Ce n'est pas mon travail de réparer l'équipement, » rétorqua l'hôtesse, assez fort pour que tout le monde entende. « Faites avec. » Sophie, à quelques rangs, échangea un regard avec un autre passager, un homme d'âge mûr qui semblait gêné mais resta silencieux. Jacques, quant à lui, tourna ostensiblement une page de son journal, créant une barrière invisible entre lui et Amélie. La tension monta encore lorsque Amélie, sentant la fatigue de ses problèmes de circulation, remarqua un siège vide au rang 1C. Elle se leva pour s'y installer, espérant plus de confort. À peine debout, Claire surgit dans l'allée. « Tous les passagers doivent rester à leur place assignée », cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Amélie retourna à son siège, mais 5 minutes plus tard, elle vit Claire aider un homme blanc, un autre homme d'affaires, à s'installer précisément dans le siège qu'elle avait voulu prendre. « Bien sûr, monsieur, je m'occupe de vos affaires », dit Claire avec un sourire. Cette inégalité de traitement, désormais flagrante, fit bouillir quelque chose en Amélie. Le point de rupture arriva peu après. Alors que l'avion traversait une légère turbulence, Amélie appuya sur le bouton d'appel pour demander de l'aide avec son écran de divertissement, qui refusait de fonctionner. Claire passa à plusieurs reprises, ignorant le signal lumineux. Sophie, incapable de contenir son indignation, murmura à son voisin: « C'est inacceptable. Pourquoi la traite-t-elle ainsi ?» Mais son voisin haussa les épaules, mal à l'aise. Finalement, Claire s'arrêta devant Amélie, son ton chargé d'agressivité. « Madame, arrêtez d'appuyer sur ce bouton. Certains pensent que ça les rend spéciaux. » Jacques ricana, un son qui transperça Amélie comme une aiguille. Elle prit une profonde inspiration, ses années d'expérience lui intimant de rester maître d'elle-même.
Mais un incident final fit basculer la balance. Amélie se leva pour prendre son médicament dans le compartiment à bagages, un traitement pour son hypertension qu'elle aurait dû prendre 1 heure plus tôt. Avant qu'elle ne puisse ouvrir le compartiment, Claire se précipita vers elle. « Asseyez-vous immédiatement » ordonna-t-elle, et dans un geste impulsif, elle poussa Amélie par l'épaule, faisant tomber une carafe de café qu'elle tenait. Le liquide brûlant se répandit sur le tailleur d'Amélie et les documents précieux dans son attaché case. Un silence choqué envahit la cabine. Sophie, horrifiée, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Jacques détourna les yeux, mal à l'aise. Philippe, le steward, s'approcha, mais un regard de Claire le fit reculer. Amélie, trempée et humiliée, sentit la colère monter, mais elle la contint. Elle ramassa ses documents, désormais tachés de café, et s'adressa à Claire d'une voix mesurée. « Vous venez de commettre une grave erreur. » Claire, loin de s'excuser, se tourna vers la cabine. « Mesdames et messieurs, désolé pour ce désagrément. Veuillez rester calmes. » Les murmures des passagers s'élevèrent, non pas pour défendre Amélie, mais pour critiquer son prétendu comportement. Toujours à faire des histoires, marmonna un homme à quelques rangs. Dans ce moment de solitude, entouré de regards hostiles ou indifférents, Amélie comprit que ce n'était plus seulement une question de respect personnel, c'était une manifestation d'un système qui tolérait, voire encourageait, ce genre de traitement. Elle pensa à sa grand-mère, une femme de ménage, qui avait nettoyé des avions dans les années 1960, à ses propres combats dans les salles d'audience, à toutes les personnes qui avaient dû ravaler leur dignité face à l'injustice. Elle releva la tête, son regard désormais dur comme l'acier. Avec une lenteur délibérée, elle ouvrit son attaché, case, et en sortit un portefeuille en cuir contenant ses insignes de juge fédéral. Le sceau doré du tribunal scintilla sous la lumière de la cabine. Elle se leva à nouveau, ignorant l'ordre de Claire, et déclara d'une voix claire « Je suis la juge Amélie Dubois, du tribunal administratif de Paris. Ce que vous venez de faire dépasse la simple discourtoisie. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie, le téléphone toujours en main, sentit son cœur battre plus vite. Jacques, pour la première fois, posa son journal, son visage blêmissant. Claire, figée, comprit qu'elle venait de déclencher quelque chose d'incontrôlable. Amélie sortit un téléphone sécurisé, réservé aux urgences judiciaires, et composa un numéro. « Ici la juge Dubois. Passez-moi Madame Elisabeth Moreau. Immédiatement. » À cet instant, la cabine entière retint son souffle. Le nom d'Elisabeth Moreau, présidente de l'Association nationale de l'aviation civile, résonna comme un coup de tonnerre. Amélie, trempée de café, humiliée devant une cabine indifférente, venait de décider que l'heure n'était plus à la patience. L'orage était sur le point d'éclater, et avec lui, une vague de justice qui allait tout changer. Le silence qui suivit la déclaration d'Amélie Dubois était si profond qu'on aurait pu entendre le bourdonnement des moteurs de l'avion comme un murmure distant. La juge fédérale, debout dans l'allée de la cabine de première classe, trempée de café, tenait son insigne judiciaire d'une main ferme, le sceau doré scintillant comme un phare dans la lumière tamisée. Ces mots, prononcés avec une autorité froide et mesurée, résonnaient encore dans l'esprit de chaque passager. « Je suis la juge Amélie Dubois, du tribunal administratif de Paris. Ce que vous venez de faire dépasse la simple discourtoisie. » Claire Martin, l'hôtesse en chef, restait figée, son visage passant d'une assurance arrogante à une pâleur presque spectrale. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. À cet instant, tous les regards convergèrent vers Amélie, non plus comme une passagère quelconque, mais comme une figure d'autorité, dont la présence semblait soudain remplir l'espace exigu de la cabine. Les passagers, qui jusqu'alors avaient observé la scène avec indifférence ou complicité tacite, sentirent une tension nouvelle s'installer, comme si l'air lui-même s'était chargé d'électricité avant un orage. Amélie, impassible malgré le café qui goûtait encore de son tailleur bleu marine, posa son regard sur Claire. « Vous avez non seulement ignoré mes demandes répétées, mais vous avez physiquement porté la main sur moi et endommagé des documents officiels du tribunal, » dit-elle, sa voix aussi tranchante qu'une lame de scalpel. Elle désigna son attaché, case ouvert, où les pages de son jugement sur l'affaire de discrimination au travail, désormais tachées de brun, témoignaient de l'incident. « Cela constitue une faute grave, et je vous assure que les conséquences seront à la mesure de vos actes. » Claire, cherchant désespérément à reprendre le contrôle, balbutia. « Madame, ce n'était pas intentionnel. Vous devez comprendre, nous sommes très occupés. » Mais ces mots sonnaient creux, et le tremblement de sa voix trahissait sa panique croissante.
À quelques rangs de là, Sophie Moreau, l'étudiante en droit, continuait de filmer discrètement avec son téléphone, son pouls s'accélérant. Elle avait hésité jusqu'à cet instant, craignant de s'impliquer. Mais la gravité de la situation l'avait poussée à agir. Elle savait que ce qu'elle capturait pouvait changer la donne, non seulement pour Amélie, mais pour tous ceux qui avaient déjà été victimes de tels traitements. Sophie jeta un coup d'œil à Philippe, le jeune steward, qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise. Philippe, avec ses cheveux bouclés et son uniforme légèrement froissé, semblait vouloir intervenir. Mais un regard sévère de Claire le cloua sur place. Il baissa les yeux, partagé entre son devoir de soutenir sa collègue et son instinct, qui lui soufflait que quelque chose de profondément injuste était en train de se produire. Dans le siège 3D, Jacques Lefebvre, l'entrepreneur qui avait jusque-là affiché une indifférence étudiée, posa son journal sur ses genoux. Pour la première fois, il observa Amélie avec une attention nouvelle, comme s'il découvrait sa présence. Son rictus narquois avait disparu, remplacé par une expression de malaise. Il toussota, ajustant sa cravate, mais resta silencieux. Autour de lui, les autres passagers échangeaient des murmures. Une femme en tailleur Chanel, au rang 2A, chuchota à son voisin. « Elle exagère, non ? Ce n'est qu'un peu de café. » Mais son ton manquait de conviction. Et son voisin, un homme d'affaires d'âge mûr, se contenta de hausser les épaules, évitant de croiser le regard d'Amélie. Amélie, ignorant les murmures, s'adressa à nouveau à Claire. « Je vous donne 3 minutes pour me rendre mon téléphone personnel, que vous avez confisqué sans aucune justification légale. » Sa voix, bien que calme, portait l'autorité d'une femme habituée à faire plier des avocats chevronnés dans une salle d'audience. Claire, désemparée, fouilla dans la poche de son uniforme et tendit le téléphone à Amélie, ses mains tremblantes. « Je ne savais pas qui vous étiez, » tenta-t-elle, espérant apaiser la situation. Amélie leva une main. Un geste simple mais impérieux, qui coupa net les excuses de l'hôtesse. « C'est précisément le problème, mademoiselle Martin, » répondit-elle, lisant le nom sur l'insigne de Claire. « Le respect ne devrait pas dépendre d'un titre ou d'une position. La dignité humaine est un droit, pas un privilège réservé à ceux que vous jugez dignes. » Ces mots, prononcés avec une clarté cristalline, semblèrent suspendre le temps dans la cabine. Sophie, toujours en train de filmer, sentit une vague d'admiration l'envahir. Elle avait lu des articles sur Amélie Dubois, une figure légendaire dans les cercles judiciaires pour ses jugements progressistes. Mais la voir en action, imposant son autorité avec une telle dignité face à l'humiliation, était une leçon vivante. Elle zooma légèrement sur le visage d'Amélie, capturant l'éclat de détermination dans ses yeux. Soudain, une voix masculine s'éleva, brisant le silence. « Madame, vous devriez être vous calmer. » Lança un passager du rang 4B, un homme d'une quarantaine d'années en costume gris, son ton teinté d'une condescendance mal dissimulée. « Les hôtesses font juste leur travail. » Ces mots déclenchèrent un murmure d'approbation parmi quelques passagers, mais aussi une réaction immédiate de Sophie. « Leur travail ?» s'exclama-t-elle, incapable de se taire plus longtemps. Ignorer une passagère, la pousser et lui renverser du café dessus, c'est ça ? Leur travail ? Sa voix, jeune mais assurée, fit tourner les têtes. Claire, rouge de colère, se tourna vers elle. « Mademoiselle, restez en dehors de ça, » ordonna-t-elle. Mais Sophie, enhardie, continua. « Non, je ne vais pas me taire. Ce que vous faites est inacceptable. » L'intervention de Sophie créa une fracture dans la cabine. Quelques passagers hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres, comme Jacques, semblaient de plus en plus mal à l'aise. Philippe, le steward, s'avança enfin, timidement. « Claire, être qu'on devrait, » commença-t-il. Mais elle l'interrompit d'un regard glacial. « Occupe-toi de la cabine arrière, Philippe, » siffla-t-elle. Le jeune homme recula, mais son expression montrait qu'il était déchiré. Amélie, imperturbable, ignora l'échange. Elle tenait toujours son téléphone sécurisé, celui qu'elle utilisait pour les urgences judiciaires. « Elisabeth, » dit-elle en activant l'appel, sa voix passant d'un ton formel à une familiarité qui trahissait une relation de longue date. « Ici Amélie Dubois, à bord du vol 1423. J'ai besoin de votre intervention immédiate. » À l'autre bout de la ligne, Elisabeth Moreau, présidente de l'Association nationale de l'aviation civile, une femme connue pour son intransigeance face aux manquements éthiques, répondit avec une autorité égale. « Amélie, racontez-moi tout. » Les passagers les plus proches purent entendre des bribes de la conversation. Discrimination raciale évidente, contact physique non consenti, dommage à des documents officiels, chaque mot prononcé par Amélie était comme un clou enfoncé dans le cercueil de l'arrogance de Claire.
Cette dernière, réalisant l'ampleur de la situation, se tourna vers Philippe, chuchotant frénétiquement. « Qui est Elisabeth Moreau ?» Philippe, blême, répondit à voix basse. « La présidente de l'Association nationale de l'aviation. Elle a le pouvoir de clouer au sol toute la flotte, si elle le juge nécessaire. » Claire vacilla, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Amélie poursuivit son appel, son ton aussi précis qu'un verdict rendu en salle d'audience. « Oui, Elisabeth, je confirme qu'aucun membre d'équipage n'est intervenu. Les passagers ont été témoins, mais aucun n'a agi, sauf une jeune femme qui filme actuellement. » Elle jeta un regard à Sophie, qui hocha la tête, son téléphone toujours en main. « Je recommande une enquête immédiate et une action décisive. Cela reflète un problème systémique, pas un incident isolé. » Elisabeth répondit d'un ton grave. « Je m'en occupe, Amélie. Restez à bord. Nous allons détourner le vol vers Lyon. Des représentants de la compagnie et de l'autorité aéronautique vous y attendront. » Un murmure de confusion parcourut la cabine. « Détourner le vol ?» répéta un passager, vérifiant sa montre avec agacement. Jacques, qui avait jusque-là évité le regard d'Amélie, se pencha légèrement vers elle, comme pour s'excuser. Mais il se ravisa et se redressa, fixant la fenêtre. Sophie, en revanche, s'approcha discrètement d'Amélie. « Madame, je vais publier cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé, » murmura-t-elle. Amélie la regarda, un léger sourire au coin des lèvres. « Merci, jeune fille. Mais assurez-vous que cela serve la justice, pas la vengeance. » Sophie hocha la tête, impressionnée par la sagesse de la juge. Quelques minutes plus tard, la voix du commandant de bord résonna dans l'intercom. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Pour des raisons opérationnelles, nous allons détourner notre vol vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Veuillez attacher vos ceintures et suivre les instructions de l'équipage. » La cabine entière s'agita. Les passagers échangèrent des regards perplexes, certains commençant à comprendre que l'incident avec Amélie était loin d'être anodin. Claire, au bord de la panique, tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Madame Dubois, je vous assure, c'était un malentendu. Je vais m'excuser officiellement. » Mais Amélie l'interrompit, son regard perçant. « Les excuses n'effacent pas les actes, mademoiselle Martin. Vous avez fait des choix, et vous en assumerez les conséquences. » Allez. Philippe, voyant la situation dégénérer, s'approcha à nouveau. « Madame la juge, je suis désolé. »« J'aurais dû intervenir, » dit-il, sa voix tremblante de remords. Amélie le regarda, notant la sincérité dans ses yeux. « Votre silence a contribué au problème, mais votre regret est un début. Apprenez de cela, » répondit-elle, son ton ferme mais dépourvu de colère. Philippe hocha la tête, visiblement ému, et retourna à ses tâches, déterminé à ne plus se taire à l'avenir. Sophie, pendant ce temps, avait commencé à diffuser la vidéo en direct sur une plateforme de médias sociaux, accompagnée d'un commentaire. « Discrimination à bord du vol 1423. Une juge fédérale humiliée. Cela doit cesser. » Les réactions commencèrent à affluer, des milliers de vues s'accumulant en quelques minutes. Les hashtags « Justice pour Amélie » et « Stop discrimination » commencèrent à circuler, attirant l'attention des médias et des activistes. Sophie, bien qu'effrayée par l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher, sentit une fierté nouvelle l'envahir. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle était devenue une actrice du changement. Alors que l'avion entamait sa descente vers Lyon, la cabine restait plongée dans un silence tendu. Les passagers, qui avaient ignoré ou minimisé l'incident, commençaient à réaliser qu'ils avaient été témoins de quelque chose de monumental. Jacques, mal à l'aise, rangea son journal et fixa le dossier de son siège, incapable de croiser le regard d'Amélie. La femme en tailleur Chanel, qui avait critiqué Amélie, triturait nerveusement son collier de perles, consciente que son silence l'avait rendue complice. Amélie, assise droite, malgré ses vêtements tachés, feuilletait calmement les pages abîmées de son jugement. Elle pensait à sa grand-mère, Joséphine, qui avait nettoyé des avions dans les années 1960, endurant des humiliations quotidiennes avec une dignité silencieuse. Elle pensa aux salariés de l'affaire qu'elle venait de juger, des hommes et des femmes qui avaient osé défier un système oppressif. Ce moment, à 30 pieds, n'était pas seulement le sien. Il appartenait à tous ceux qui avaient été rendus invisibles, à tous ceux qui avaient dû ravaler leur fierté face à l'injustice. Claire, reléguée à l'arrière de la cabine par Philippe, qui avait pris en charge le service, était au bord des larmes. Elle savait que sa carrière, qu'elle avait bâtie pendant 15 ans, était en train de s'effondrer. Mais plus encore, elle commençait à comprendre l'ampleur de ses propres préjugés, ces biais qu'elle n'avait jamais consciemment reconnus. Elle murmura à Philippe.
Je ne voulais pas. Je ne savais pas qui elle était. Philippe, secouant la tête, répondit doucement. Ce n'est pas une question de titre, Claire. C'est une question d'humanité. Lorsque l'avion toucha le sol à Lyon, les passagers sentirent que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Les hublots révélaient une scène inhabituelle. Des véhicules noirs aux vitres teintées, des camionnettes de médias, avec des antennes paraboliques, et une délégation de costumes sombres attendant au pied de la passerelle. Amélie, toujours assise, rangea son téléphone sécurisé et ferma son attaché. Case. Elle savait que l'atterrissage n'était pas la fin de cette histoire, mais le début d'une transformation bien plus vaste. Sophie, rangeant son téléphone, murmura à Amélie. « Merci, madame, de ne pas avoir laissé passer ça. » Amélie lui sourit, un sourire empreint de fatigue, mais aussi de détermination. « Ce n'est pas pour moi que je fais cela, » répondit-elle, « c'est pour tous ceux qui n'ont pas la voix pour se faire entendre. » À cet instant, la cabine entière, consciente de l'ampleur de l'événement, retint son souffle. L'orage avait éclaté, et avec lui, une vague de justice était sur le point de déferler, portée par une femme dont la dignité et l'autorité allaient changer le cours des choses. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, d'ordinaire un ballet bien orchestré de départ et d'arrivée, semblait figé dans une tension palpable lorsque le vol 1423 toucha le sol. À travers les hublots, les passagers pouvaient apercevoir une scène qui n'avait rien de routinier. Une rangée de SUV noirs aux vitres teintées, des camionnettes de médias aux antennes paraboliques dressées, et une délégation de costumes sombres alignés près de la passerelle, attendant avec une gravité inhabituelle. Dans la cabine de première classe, Amélie Dubois restait assise, droite malgré son tailleur taché de café, son attaché, case fermée sur ses genoux. Son visage, impassible, portait une dignité qui contrastait avec le chaos naissant autour d'elle. Les autres passagers, encore sous le choc de la confrontation, échangeaient des regards nerveux, leur plainte initiale sur le retard oubliée face à l'ampleur de ce qu'ils venaient de vivre. Ils n'étaient plus de simples voyageurs, ils étaient témoins d'un moment qui allait redéfinir les normes d'une industrie entière. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit, ce ne fut pas un agent d'escale qui apparut, mais Laurent Dupont, le PDG de la compagnie aérienne, une figure publique habituée aux plateaux télévisés et aux conférences de presse. Son costume gris impeccablement taillé ne parvenait pas à masquer l'expression de profonde inquiétude qui marquait son visage. Derrière lui se tenaient deux cadres supérieurs, chacun tenant une tablette numérique, leur visage crispé par la gravité de la situation. Laurent s'avança dans l'allée, ses yeux cherchant immédiatement Amélie. « Madame la juge Dubois », commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence de la cabine. « Au nom de toute la compagnie, je vous présente nos excuses les plus sincères pour ce que vous avez subi aujourd'hui. » Son ton était formel, mais sincère, et il inclina légèrement la tête, un geste rare pour un homme de son rang. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, son téléphone sécurisé vibra. Elle activa la fonction vidéo, et le visage d'Elisabeth Moreau, présidente de l'Association nationale de l'aviation civile, apparut à l'écran. Elisabeth, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant, s'adressa directement à Amélie, mais sa voix portait suffisamment pour être entendue par tous. « Amélie, dit-elle, son ton mêlant autorité et familiarité, j'ai ordonné la suspension immédiate de toutes les opérations de la flotte de cette compagnie jusqu'à ce que cette affaire soit pleinement résolue. Chaque avion est actuellement cloué au sol. » Un hoquet collectif parcourut la cabine. Les passagers, qui jusque-là n'avaient perçu qu'un simple détour, comprirent soudain l'ampleur de l'événement. Une compagnie aérienne entière, l'une des plus grandes de France, immobilisée par la décision d'une seule femme. Claire Martin, qui se tenait à l'arrière de la cabine, blêmit davantage, si cela était possible. « Vous ne pouvez pas clouer une compagnie entière au sol », s'écria-t-elle, sa voix oscillant entre désespoir et indignation. « Il y a des milliers de passagers, des centaines de vols. » Laurent se tourna vers elle, son expression durcissant. « Elle vient de le faire, » répondit-il froidement. « L'Association nationale de l'aviation a une autorité qui dépasse même celle de la Direction générale de l'aviation civile dans certains cas. Madame Moreau n'a besoin de l'autorisation de personne si elle juge qu'il y a une atteinte grave à l'éthique ou à la sécurité. » Claire, tremblante, chercha du regard le soutien de Philippe, mais le jeune steward détourna les yeux, visiblement honteux d'avoir été complice par son silence. Amélie se leva, sa silhouette imposante malgré son apparence désordonnée. Lorsqu'elle parla, sa voix portait la même autorité qu'elle employait pour rendre des verdicts dans les salles d'audience. « Ceci ne concerne pas seulement mon confort ou ma commodité », déclara-t-elle, son regard balayant la cabine, englobant les passagers et l'équipage. « Il s'agit de la dignité humaine,
du droit fondamental de chaque personne à être traitée avec respect, indépendamment de son apparence, de son origine ou de son statut perçu. Ces mots, simples mais puissants, semblaient s'inscrire dans l'air, obligeant chaque personne présente à réfléchir à sa propre conduite. Jacques Lefebvre, qui avait conseillé à Amélie de « se calmer plus tôt », fixait maintenant le sol, incapable de soutenir son regard. La femme en tailleur Chanel triturait son collier, son arrogance évanouie. Sophie Moreau, quant à elle, continuait de diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux, ses doigts tremblants d'excitation et de nervosité. Laurent s'adressa à Claire, son ton dénué d'émotion, mais implacable. « Mademoiselle Martin, votre emploi au sein de cette compagnie est terminé, avec effet immédiat. Veuillez remettre vos accréditations à la sécurité avant de quitter l'appareil. » Les mots tombèrent comme une sentence, et Claire, les larmes aux yeux, sembla s'effondrer intérieurement. « Mais je ne savais pas qui elle était, » balbutia-t-elle, sa voix brisée. Laurent, reprenant les mots d'Amélie, répondit « C'est précisément le problème. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de connaître son titre pour la traiter avec dignité. » Claire, escortée par un agent de sécurité qui venait d'entrer dans la cabine, passa devant Amélie, tête baissée. Elle s'arrêta brièvement, murmurant « Je n'ai jamais voulu, je ne savais pas. » Amélie la regarda droit dans les yeux. « L'intention n'efface pas l'impact, mademoiselle Martin, » dit-elle, sa voix ferme et dénuée de cruauté. « Le mal causé est réel, et c'est par l'acceptation de cette réalité que commence le changement. » Philippe, le jeune steward, s'approcha d'Amélie, son visage marqué par le remords. « Madame la juge, je suis profondément désolé. J'aurais dû agir, arrêter cela dès le début, » dit-il, sa voix tremblante. Amélie l'observa un instant, notant la sincérité dans ses yeux. « Votre regret est un premier pas, » répondit-elle. « Mais la justice ne se contente pas de regrets. Elle exige des actes. Assurez-vous que cela ne se reproduise plus. » Philippe hocha la tête, visiblement ému, et promit en silence de ne plus jamais rester passif face à l'injustice. Laurent s'adressa à nouveau à la cabine, sa voix portant la gravité d'une responsabilité institutionnelle. « À compter de ce jour, notre compagnie lance une enquête complète sur notre culture d'entreprise, nos protocoles de formation et nos normes de service client. Cet incident a révélé des failles à tous les niveaux de notre organisation, et elles seront corrigées de manière systématique et transparente. » Il se tourna vers Amélie. « Madame la juge, nous serions honorés de bénéficier de vos conseils pour nos réformes, si vous êtes disposée à nous les offrir. » Amélie, toujours debout, répondit avec une fermeté mesurée, « La discrimination n'est pas un incident isolé. Elle est systémique. Elle exige des solutions systémiques. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement une hôtesse ou une passagère. Il s'agit d'une culture qui a permis à ce comportement de s'exprimer sans conséquence, d'un équipage qui a choisi le silence, de passagers qui ont été témoins d'une injustice et ont préféré détourner le regard. » Ces mots résonnèrent dans la cabine, une vérité si évidente qu'elle semblait suspendre le temps. Sophie, toujours connectée à son direct, vit les commentaires affluer, des messages de soutien, des récits d'autres passagers ayant vécu des expériences similaires, des appels à une réforme plus large. Le hashtag « Justice pour Amélie » était devenu viral, attirant l'attention des médias nationaux et internationaux. À quelques rangs, une femme d'une cinquantaine d'années, Colette Bisset, une ancienne hôtesse de l'air à la retraite, observait la scène avec une émotion contenue. Colette, qui avait travaillé dans l'aviation dans les années 1970, avait elle-même enduré des humiliations similaires, des remarques sur son accent provençal, des préjugés sur sa classe sociale. Elle murmura à son voisin « Cette femme fait ce que j'ai toujours rêvé de faire, tenir tête au système. » Elisabeth Moreau, toujours en ligne, s'adressa à Amélie. « Une voiture vous attend pour vous conduire à votre destination finale, » dit-elle. Monsieur Dupont et son équipe passeront le reste de la journée à expliquer à leur conseil d'administration comment une telle situation a pu se produire et ce qu'ils comptent faire pour y remédier. Amélie hocha la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Merci Elisabeth, mais ceci ne s'arrête pas ici. Il faut que cela serve de leçon, pas seulement pour cette compagnie, mais pour toute l'industrie. » Alors qu'Amélie rassemblait ses affaires, Laurent posa une dernière question. « Madame la juge, puis-je vous demander ce qui vous a finalement poussé à agir, après tant d'humiliations? Qu'est-ce qui a fait basculer la balance ?» Amélie s'arrêta, réfléchissant à la question. Puis, avec une clarté qui deviendrait légendaire dans les cercles de l'aviation, elle répondit « Quand j'ai été poussée et que du café a été renversé sur moi, ce n'était plus seulement une question de manque de respect, mais d'agression. Mais le véritable déclencheur a été le silence de cette cabine. Pas une seule personne, hormis une jeune femme, n'a levé la voix pour dire que c'était mal.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce combat n'était pas seulement le mien. Il était pour ma grand-mère, qui nettoyait ses avions, pour les salariés de mon dernier procès, qui ont osé défier l'injustice, pour chaque personne qui a dû ravaler sa dignité parce que parler semblait trop coûteux. Non, c'est les passagers, qui avaient écouté en silence, baissèrent les yeux, conscients de leur propre complicité. Jacques, incapable de soutenir le regard d'Amélie, fixait son téléphone, où la vidéo de Sophie tournait en boucle sur les réseaux sociaux. La femme en tailleur Chanel, qui avait critiqué Amélie, triturait son collier avec une nervosité croissante. Colette, l'ancienne hôtesse, sentit une larme couler sur sa joue, touchée par la force des mots d'Amélie. Lorsqu'Amélie quitta l'avion, escortée par Laurent et les agents de sécurité, elle marcha avec la même dignité qu'elle avait affichée tout au long de l'incident. Les caméras des médias, alignées derrière la passerelle, capturèrent son image. Une femme noire, trempée, mais rayonnante d'une autorité incontestable. Sophie, qui la suivait à quelques pas, continuait de diffuser en direct, sa voix tremblante d'émotion. Voici ce que signifie défendre la justice. Voici ce que signifie ne pas se taire. Quelques semaines plus tard, Amélie se tenait aux côtés d'Elisabeth Moreau lors d'une conférence de presse au siège de l'Association nationale de l'aviation civile à Paris. Devant un parterre de journalistes, elles dévoilèrent l'initiative pour la dignité des passagers, un programme de formation obligatoire pour tous les employés des compagnies aériennes françaises. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour l'aviation, déclara Elisabeth, son regard perçant balayant la salle. La dignité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, c'est un droit inaliénable pour tous. À ses côtés, Amélie, vêtue de sa robe de juge, incarnait l'autorité qu'on lui avait refusée à bord du vol 1423. Ce qui rendait cette initiative unique était son approche. Elle n'avait pas été conçue par des consultants en relations publiques, mais par un comité diversifié incluant des professionnels de l'aviation, des experts en droit civique et même des passagers ayant vécu des discriminations. Parmi eux, à la surprise générale, figurait Claire Martin. Dans une interview publique, l'ancienne hôtesse, désormais sans emploi, parla avec une franchise désarmante. « Je n'avais jamais pris conscience de mes propres préjugés avant ce jour », admit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai toujours cru que je traitais tout le monde équitablement, mais revoir mon comportement envers Madame Dubois m'a forcé à affronter des vérités inconfortables. » Sa transformation, d'auteur d'une faute à contributrice d'un changement systémique, devint un symbole puissant de rédemption et d'apprentissage. Colette Bisset, l'ancienne hôtesse à la retraite, rejoignit également le comité, partageant son expérience des années 1970 lorsqu'elle était moquée pour son accent et son origine modeste. « À mon époque, nous n'avions pas de voix », dit-elle lors d'un atelier de formation. Aujourd'hui, grâce à des femmes comme Amélie Dubois, nous pouvons non seulement parler, mais être entendus. Des mois plus tard, Amélie monta à bord d'un autre vol, cette fois pour un voyage personnel vers Nice. Lorsqu'elle entra dans la cabine, l'équipage, diversifié et formé selon les nouvelles normes, la salua avec un respect sincère. « Bonjour, madame, c'est un honneur de vous accueillir à bord », dit la chef de cabine, une jeune femme d'origine maghrébine, avec un sourire chaleureux. Ce n'était pas parce qu'elle reconnaissait Amélie comme la juge qui avait transformé leur industrie, mais parce que cette salutation était désormais la norme pour tous les passagers. Dans chaque pochette de siège, un nouveau placard était affiché. Chaque passager mérite respect et dignité. Si vous êtes témoin ou victime de discrimination, veuillez alerter notre équipage immédiatement. Nous nous engageons à un voyage qui honore l'humanité de chacun. En s'asseyant, Amélie ouvrit son attaché, case et en sortit une photo encadrée de sa grand-mère Joséphine, posant fièrement dans son uniforme de femme de ménage devant un avion des années 1960. Elle sourit, pensant à la leçon que sa grand-mère lui avait apprise. « Ils ne respecteront peu, être pas l'uniforme, mais je me respecte moi-même en le portant. » Ce jour-là, à 30 pieds, Amélie avait honoré cet héritage, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été rendus invisibles. La justice, parfois, ne se rend pas dans une salle d'audience, mais dans les moments où une personne, poussée à bout, dit enfin « assez ». L'histoire d'Amélie Dubois, une juge fédérale confrontée à la discrimination à bord du vol 1423, est bien plus qu'un simple incident isolé dans une cabine de première classe. C'est un miroir tendu à chacun de nous, une invitation à réfléchir sur nos comportements, nos silences et nos responsabilités face à l'injustice. En tant que Français, nous sommes fiers de notre héritage républicain, ancré dans les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Pourtant, cette histoire révèle une vérité inconfortable. Même dans une société qui prône ces valeurs,
Les préjugés et les micro-agressions persistent, souvent invisibles pour ceux qui ne les subissent pas. À travers le prisme de la culture française, où le respect de la dignité humaine et l'engagement civique sont des piliers, l'expérience d'Amélie Dubois nous pousse à examiner notre rôle dans la lutte contre l'injustice et à tirer des leçons applicables à notre vie quotidienne. L'un des aspects les plus frappants de cette histoire est la dignité inébranlable d'Amélie Dubois face à l'humiliation. Malgré les affronts répétés, l'ignorance de ses demandes, le café renversé sur ses documents, l'agression physique, elle a choisi de répondre avec calme et autorité, plutôt qu'avec colère ou amertume. Cette retenue reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, la maîtrise de soi, ou ce que nous pourrions appeler la tenue, cette capacité à rester digne même dans les moments les plus difficiles. Amélie, en tant que femme noire et juge, incarne cette qualité avec une force rare. Elle nous rappelle que la dignité n'est pas seulement une posture personnelle, mais une arme puissante contre ceux qui cherchent à nous diminuer. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons nous inspirer de cette leçon. Que ce soit face à une remarque désobligeante au travail, à un traitement injuste dans un espace public ou à des préjugés subtils dans nos interactions, nous avons le choix de répondre avec une dignité qui désarme et élève. Cela ne signifie pas se taire ou accepter l'injustice, mais plutôt affirmer notre valeur sans nous abaisser au niveau de ceux qui nous offensent. Par exemple, dans un contexte professionnel, si un collègue minimise nos contributions en raison de notre genre, de notre origine ou de notre apparence, répondre avec des faits, une assurance calme et une demande de respect peut transformer la dynamique. La dignité d'Amélie nous enseigne que notre force intérieure peut être notre meilleure défense. Un autre enseignement majeur de cette histoire réside dans le silence des autres passagers. À l'exception de Sophie, la jeune étudiante qui a osé filmer et s'exprimer, personne dans la cabine n'a levé la voix pour défendre Amélie. Ce silence, si commun dans les situations d'injustice, reflète une tendance humaine à éviter le conflit ou à se considérer comme simple spectateur. En France, où l'idée de fraternité est inscrite dans la devise nationale, ce silence est particulièrement troublant. Il nous rappelle que l'injustice prospère lorsque les témoins choisissent de détourner le regard, que ce soit par peur, indifférence ou complicité implicite. Cette leçon est cruciale pour notre vie quotidienne. Combien de fois avons-nous été témoins d'une remarque raciste dans un dîner, d'un traitement inégal dans un magasin ou d'une injustice dans les transports en commun, sans intervenir? Le silence des passagers du vol 1423 nous met face à notre propre responsabilité. En tant que Français, nous sommes appelés à incarner la fraternité non seulement dans les grands moments, mais dans les petits gestes quotidiens. Intervenir, même de manière polie, en disant, par exemple, « ce n'est pas acceptable » ou en offrant un soutien discret à la personne visée, peut briser le cycle de l'injustice. Sophie, dans l'histoire, nous montre que même une voix jeune et hésitante peut faire une différence. Nous pouvons tous être cette voix, que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant un collègue marginalisé ou en éduquant nos proches sur les préjugés. L'action décisive d'Amélie, lorsqu'elle a contacté Elisabeth Moreau et déclenché la suspension d'une compagnie aérienne entière, illustre le pouvoir d'une seule personne pour provoquer un changement systémique. Dans la culture française, où l'engagement civique et les mouvements collectifs, des grèves aux manifestations, ont façonné l'histoire, cette idée résonne profondément. Amélie n'a pas seulement défendu sa propre dignité, elle a agi pour toutes les personnes invisibilisées, celles qui n'ont pas son autorité ou sa voix. Son appel à Elisabeth Moreau n'était pas un acte de vengeance, mais une exigence de justice, un rappel que les systèmes doivent être tenus responsables. Cette leçon s'applique directement à nos vies. Nous n'avons pas tous le pouvoir d'une juge fédérale, mais nous avons tous une sphère d'influence, aussi petite soit-elle. Que ce soit en signalant une pratique discriminatoire dans notre entreprise, en participant à une association locale pour promouvoir l'égalité, ou en utilisant les réseaux sociaux pour sensibiliser, chaque action compte. L'histoire d'Amélie nous rappelle que le changement systémique commence souvent par un individu qui refuse de se taire. Par exemple, si nous constatons une inégalité dans notre lieu de travail, comme des écarts de salaire ou des promotions injustes, nous pouvons documenter les faits, en parler à un supérieur ou, si nécessaire, alerter les autorités compétentes. Comme Amélie, nous devons croire que notre voix, même seule, peut déclencher une vague de changement. L'évolution de Claire Martin, de l'hôtesse arrogante à une contributrice à la réforme, est une leçon essentielle sur l'importance de reconnaître nos propres biais. Dans la culture française, où l'introspection et l'autocritique sont valorisées, l'histoire de Claire nous invite à examiner nos propres comportements. Elle croyait sincèrement être une personne juste, mais son attitude envers Amélie a révélé des préjugés inconscients,
profondément enraciné. Sa transformation, bien que douloureuse, montre qu'il est possible de changer lorsqu'on est confronté à ses erreurs. Dans nos vies, nous devons nous poser la question: quelles hypothèses faisons-nous sur les autres en fonction de leur apparence, de leur accent ou de leur statut? Par exemple, dans un café parisien, traitons-nous un serveur d'origine étrangère avec le même respect qu'un client en costume? Prenons-nous le temps d'écouter une collègue qui ne correspond pas aux normes de notre milieu professionnel? La leçon de Claire est claire. Reconnaître nos biais est le premier pas vers un comportement plus équitable. Cela peut commencer par des gestes simples, comme écouter activement, poser des questions sans jugement ou suivre des formations sur la diversité. En France, où la laïcité et l'universalisme sont des piliers, cette introspection est essentielle pour vivre pleinement ses idéaux. Enfin, l'histoire d'Amélie nous enseigne que la véritable justice ne dépend pas du statut ou du pouvoir. Comme elle l'a dit à Claire, le respect ne devrait pas dépendre d'un titre. Dans une société française où les hiérarchies sociales et professionnelles jouent un rôle important, cette idée est un rappel puissant que la dignité est universelle. Amélie a utilisé son autorité non pas pour se venger, mais pour défendre un principe qui s'applique à tous: le droit d'être traité comme un être humain. Dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons appliquer cette leçon en traitant chaque personne avec le même respect, qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un employé de ménage. Cela peut se traduire par des gestes simples. Saluer chaleureusement un voisin, écouter un collègue sans l'interrompre, ou reconnaître la contribution de quelqu'un qui passe souvent inaperçu. Ces actes, bien que petits, construisent une culture de respect qui reflète les valeurs françaises d'égalité et de fraternité. Cette histoire n'est pas seulement un récit d'injustice et de rédemption. C'est un appel à l'action pour chacun de nous. Si l'histoire d'Amélie Dubois vous a touché, si vous avez déjà été témoin ou victime d'une injustice, agissez maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience ou vos réflexions. Comment avez-vous défendu la justice dans votre vie? Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et bâtir un monde où la dignité est accordée à tous, sans exception.